Dans cette vidéo, on continue de présenter le vrai pouvoir et les familles qui dirigent ce monde. La dernière fois, on s'était arrêté au niveau du travail forcé, donc on va continuer avec les diamants. Ce n'est pas un secret que Debel contrôle la production de diamants en Afrique du Sud, mais aussi en République démocratique du Congo, ni que Debel est une société Rothschild. N'oublions pas l'origine et le but de la guerre des Boers. Les statistiques sur la production réelle de diamants semblent éparpillées. L'Afrique du Sud revendiquant une production totale d'environ 65 millions de carats, tandis que Statista revendique le double de cette quantité, soit 13 millions de carats. L'Afrique du Sud évalue cette production à 100 $ le carat à environ 60 milliards de dollars, mais sans tenir compte des intérêts composés, cela représente une moyenne de 300 millions de dollars sur les 150 ans pour une moyenne de 3 millions de carats par an à 100 $ le carat. Maintenant, si on tient compte d'une capitalisation de 5%, ce montant s'élève à 10 000 milliards de dollars. Pour garder la simplicité, on a tout simplement exclu tous les autres pays du calcul. L'ajout de ces autres pays comme la République démocratique du Congo et d'autres productions appartenant au Rothschild doublerait au moins le total du chiffre qu'on a donné là. Il convient également de noter que l'enclave juive de la Hollande est toujours le centre du commerce mondial de diamants, dont une grande majorité est fermement aux mains de ces mêmes familles-là. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. On passe alors. C'est difficile de trouver des statistiques complètes et fiables sur la production annuelle réelle de l'or des mines contrôlées par les Rothschild. Mais la production a apparemment atteint plus de 1000 tonnes d'or par an il y a 50 ans. Avec 32 000 onces dans une tonne d'or et l'or se vendant à 1700 $ par once, cela représente plusieurs milliards de dollars par an. Si on compose ça à 5% pendant près de 150 ans, ça fait environ 10 fois la valeur de la production de diamants qu'on a mentionné tout à l'heure. Les chiffres sont difficiles à donner pour l'or à cause des fluctuations. À la fois les quantités de produits qui ont été extraits et aussi le prix de l'or qui a énormément fluctué. Donc les résultats définitifs sont impossibles à calculer. Une estimation prudente des revenus sera environ de 20 000 milliards de dollars aujourd'hui. Panama et Suez, je parle des canaux. Il est universellement connu que les États-Unis ont construit le canal de Panama après avoir volé la province de Panama de la Colombie. Mais il n'est pas aussi largement reconnu, parce que c'est caché par trop de trucs, que c'est l'argent de ces mêmes familles-là qui ont payé le canal. On va donc raisonnément supposer que les bénéfices du canal de Panama pendant environ 120 ans ont profité à ceux qui l'ont financé. Pareil avec le canal de Suez qui a également été construit avec le même argent et a existé en tant que société privée. Les revenus de ces deux projets représentent quelques milliards de dollars par an. La gestion de la trésorerie. Dans le cadre de la doctrine Monroe, les États-Unis ont utilisé non seulement leur puissance diplomatique et d'intimidation, mais aussi la CIA et toutes leurs forces armées pour permettre à quelques banquiers de la Fed d'obtenir la position de gestionnaire d'investissement de tous les actifs liquides et des avoirs des banques centrales des pays sous leur contrôle. On compte évidemment beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi des pays comme les Philippines et 50 autres pays où les États-Unis ont renversé un gouvernement et installé une dictature complaisante. Haïti et j'en passe. Le plan qu'ils présentent à ces pays sont simples. Ces nations sont obligées de remettre toutes leurs liquidités aux banquiers des États-Unis qui doivent les gérer prudemment au profit des petites nations. Dans la pratique maintenant, ces banquiers ont investi cet argent dans l'immobilier new-yorkais et en ont tiré des milliards de bénéfices tout en ne payant que les nations à 3% sur leur argent, sur leur propre argent. Cette pratique était couplée à une mauvaise habitude américaine d'envahir, puis de forcer l'ouverture et de vider l'or des coffres des banques centrales de ces mêmes nations. Ce que les Américains ont fait là, c'est suffisamment documenté. C'est même déjà devenu de notoriété publique que c'est comme ça qu'ils se comportent. Maintenant, l'hyperinflation en Allemagne. L'Allemagne a été préparée pour cette circonstance précise par les dispositions du traité de Versailles et les institutions correspondantes pour empêcher le redressement de l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, le taux d'inflation a été si extrême que l'argent a perdu toute valeur, permettant aux banquiers d'acheter une grande partie de l'Allemagne pour pratiquement rien. C'est l'un des profonds sentiments qu'éprouvait le moustachu, sachant qu'ils étaient à l'origine du traité et d'autres restrictions qui n'auraient pu avoir pour seul objectif que la faillite et l'assujettissement de l'Allemagne. Résultat, des centaines de milliers d'innocents sont morts. C'est l'envie de vouloir chasser les juifs du système bancaire allemand et la prise de contrôle de la banque centrale du pays par le criminel numéro 1 du siècle dernier qui a abouti au miracle de la reprise économique de l'Allemagne qui malheureusement n'a pas perduré.
Il n'y a aucun moyen d'estimer la valeur du pillage de l'Allemagne qui a eu lieu à cette époque. Traitons le sujet des banques centrales maintenant. Les familles bancaires européennes dirigées par les Rothschild possèdent ou contrôlent les banques centrales d'au moins 30 nations, y compris la Fed aux États-Unis. Cette propriété a plusieurs conséquences désagréables. L'une d'entre elles étant que ces nations ne peuvent pas imprimer leur propre monnaie, mais doivent l'emprunter aux banques centrales privées. Et évidemment, qui dit emprunt dit payer des intérêts sur celle-ci. Et l'ampleur du phénomène est colossale. Jusqu'à la fin des années 1970, le Canada possédait sa propre banque centrale et ne payait que très peu ou alors pas du tout d'intérêts aux étrangers. Mais le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau, a commis un étonnant acte de trahison pour son propre compte, pour son propre pays, et a engagé le Canada à renoncer à son droit d'imprimer sa propre monnaie, ce qui a donc amené son propre pays à emprunter dorénavant aux banques européennes. Le résultat maintenant, c'est qu'au cours des 30 ou 40 dernières années, le petit Canada a payé à ses banquiers plus de 1,1 trillion de dollars en intérêts. Et cela pour avoir emprunté son propre argent. C'est mon argent, je te l'emprunte, mais je paye les intérêts aussi faramineux. Je ne sais pas pourquoi. Les Rothschild et une poignée d'autres familles bancaires possèdent les banques centrales des nations européennes et d'autres, y compris donc, comme je le disais, la Fed américaine depuis plus de 100 ans, donc au moins 100 ans, depuis au moins 100 ans. Et si le Canada a payé plus d'1 billion de dollars en intérêts en un temps relativement court, les gouvernements comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon, l'Afrique du Sud ont donc payé beaucoup plus au cours du siècle dernier. Si on prend pour l'exemple la dette de l'Italie, elle est de plusieurs fois supérieure à celle du Canada et de nombreux autres pays sont dans la même situation. Il n'y a pas les registres précis du total des intérêts que les États-Unis ont payés à la Fed, mais leur dette actuelle est plus de 13 000 milliards de dollars. Et je vous le dis cash, c'est un montant qui ne sera jamais remboursé. Si on part du Canada comme base de référence, et en ne comptant que 30 pays, une estimation de 30 000 milliards de dollars a été versée en intérêts à ces banquiers. Si nous prenons en compte seulement 100 ans, nous pouvons multiplier ce chiffre par plus de 3 et arriver à environ à 1000 milliards de dollars versés en intérêts sans aucune nécessité et sans aucune justification. Et ce n'est pas fini. Ce chiffre-là ne tient pas compte de la Fed américaine qui pourrait encore augmenter le total de moitié. Il faut également noter que dans les plus de 50 nations où l'armée américaine et la CIA ont renversé un gouvernement, les banquiers étaient juste derrière eux pour pouvoir reprendre les propriétés de toutes les banques centrales. Dans tous les cas, par exemple, où les informations ont fuité, je parle de l'Irak, la Libye, l'Afrique du Sud, le Balkan, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait. Et la simple logique veut donc que c'est ce qu'ils reproduisent à chaque fois, que ce soit la première chose à laquelle ils pensent dès qu'ils détruisent un gouvernement. Parlons maintenant plus en détail de la répression et de la dépression. L'un des plus vilains avantages de la propriété étrangère de la banque centrale d'un pays est que ces gars-là, ces banquiers-là ont le contrôle total sur ces économies. Puisqu'ils contrôlent à la fois la masse monétaire et le taux d'intérêt, ils ont facilement le pouvoir de faire déraper les économies et de réaliser d'immenses profits à chaque cycle. Ils procèdent à chaque fois de la même manière. À chaque fois. Ils vont commencer par baisser les taux d'intérêt à zéro ou presque zéro, tout en gonflant énormément la masse monétaire, ce qui va ainsi créer de grandes bulles dans la dette sur des marchés immobiliers, boursiers, etc., etc. Ensuite, ils vont sévèrement contracter la masse monétaire et tout le crédit en augmentant simultanément les taux d'intérêt, mettant ainsi en faillite d'innombrables entreprises, d'innombrables banques et d'innombrables familles. On compte là des milliers, voire des centaines de milliers. Quand les gens sont en crise comme ça, ils profitent maintenant pour acheter pour quelques centimes de dollars toutes sortes d'actifs. Pendant que de l'autre côté, les gens sont en train de mourir. Après avoir accompli leur tâche de soulager une nation d'une partie importante de ses actifs, ils augmentent à nouveau la masse monétaire et ouvrent les robinets du crédit tout en réduisant les taux d'intérêt pour donner aux économies le temps de se rétablir. Puis ils font le ménage et recommencent. Ce que je révèle là, ce n'est pas un secret. Toutes les récessions ont été délibérément infligées aux économies occidentales par ces banquiers au cours des 200 dernières années, voire même plus. La Grande Répression de 1929 a été une de ces opérations à partir d'une période d'euphorie basée sur le fait que les propriétaires de la Fed avaient augmenté une masse monétaire presque illimitée et un crédit facile à taux d'intérêt bas, construisant une énorme bulle qui a ensuite éclaté. Des milliers de banques, des dizaines de milliers d'entreprises et des millions de familles ont fait faillite. Tous ces actifs revenaient finalement aux propriétaires de la Fed et à leurs amis proches. Cette méthode a été faite de nombreuses fois avant 1929 et a été refaite de nombreuses fois depuis.
La sauvage récession de 1983 a été créée de la même manière par la Fed américaine sur ordre de la City de Londres. Volcker se vantait même de ce qu'il faisait. Donc quand mes parents étaient en train d'accuser le gouvernement Biya au Cameroun d'avoir créé une crise financière parce qu'ils ne savaient pas gérer, d'avoir créé une crise financière sans précédent qui a divisé par 5 le niveau de vie au Cameroun, crise dont le pays ne s'en est toujours pas remis aujourd'hui, en fait, ce n'était qu'un des nombreux dégâts collatéraux des actions de ces banquiers. Dites-vous que c'est la même chose partout dans le monde et avec tous les autres pays africains. La crise immobilière et financière de 2008 aux États-Unis, qui a aussi touché le monde entier, était identique, complètement planifiée par une extrême minorité de gens qui veulent tout posséder. Ils veulent posséder chaque centimètre de la terre. La crise de 2008 était si grave qu'un dirigeant de Goldman Sachs a déclaré à l'époque que les choses ne reviendront jamais à la normale après ce qu'ils ont fait. On va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, je vais parler de la crise de 2022. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.